Mesdames, Messieurs, chers élèves, soyez les bienvenus à cette présentation pour le CO d'Estavayer-le-Lac. Je suis bien sûr navré de vous accueillir par écran interposé, mais la situation sanitaire n'étant pas des plus confortables depuis quelques semaines, il est très préférable de renoncer à ces séances en présentiel. Mon nom, donc je suis Didier Chouvet, le directeur du CO d'Estavayer-le-Lac, et je serai le directeur de vos jeunes, de vous, chers élèves, pour vos 3 prochaines années au CO, donc de la 9e à la 11e année. Le but de cette présentation, c'est de vous présenter le CO d'Estavayer-le-Lac en quelques chiffres, de faire quelques rappels par rapport à la procédure et PCO. Vous avez déjà reçu des informations de la part des enseignants, de la direction du primaire, mais quelques rappels sont certainement nécessaires. Je vais vous parler de la perméabilité au cycle d'orientation et puis enfin 2-3 informations sur le cycle d'orientation fribourgeois, 2-3 informations générales. Le CO d'Estavayer-le-Lac regroupe les communes d'Estavayer, bien entendu, mais également les communes de Châtillon, Cherchable, Séva et Lully. Depuis maintenant une année, nous avons un petit peu moins d'élèves depuis l'ouverture du CO de QJ. Donc, je suis bien sûr toujours le directeur du CO d'Estavayer-le-Lac. J'ai la chance d'avoir une adjointe et 2 adjoints de direction. Le nombre d'enseignants a également diminué, donc depuis une année. On a une 60aine d'enseignants, enseignantes. Cette année, nous avons 26 classes. L'année prochaine, 25 ou 26 classes à nouveau pour 520 élèves. Et les effectifs devraient être plus ou moins identiques pour les élèves l'année prochaine. Au CO de la Broye, nous avons un administrateur. Donc pour les 3 CO, donc les 2 autres CO, CO de QJ et CO de Didier. 2 secrétaires chez nous ici à Estavayer. Et puis une apprentie employée de commerce. On a également un service d'orientation professionnelle. On a ce qu'on appelle un groupe ressources. Ce sont parfois des enseignants ou d'autres spécialistes, on va dire. Ce groupe ressources est formé de médiatrices, médiateurs. On a une travailleuse sociale, une psychologue scolaire, une conseillère en orientation et puis 2 aumônières. Bien sûr, pour faire tourner toute cette école avec les nombreux bâtiments, nous avons un service de conciergerie avec 2 concierges et puis du personnel de nettoyage. Passablement d'élèves mangent également au CO. Donc nous avons la chance d'avoir une équipe de cuisine composée de 2 cuisinières et d'une aide de cuisine. Le passage au CO, donc je vous l'ai dit, en principe vous avez déjà ces informations, mais j'ai le plaisir de reprendre cela avec vous, avec quelques mots qui me sont propres. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs, donc les 3 indicateurs que vous connaissez, l'indicateur A qui est la vie de l'enseignant, l'indicateur B, les notes à la fin du premier semestre de la 8H, et puis l'indicateur qui vous concerne, vous les parents, l'indicateur C. Si ces indicateurs ne sont pas concordants, c'est-à-dire s'ils ne sont pas les 3 identiques, les élèves sont invités à une évaluation de préorientation pour déterminer un indicateur D, mais uniquement pour les élèves qui sont dans une situation où ce n'est pas concordant. Par exemple, il peut y avoir 2 indicateurs qui disent G, peut-être l'enseignant et les notes, puis vous les parents vous souhaitez plutôt PG, dans ce cas-là ce n'est pas concordant, et puis les élèves sont invités à cette évaluation cantonale pour déterminer l'indicateur D. Cette évaluation cantonale est basée sur 2 disciplines qui seront évaluées, le français et les mathématiques. Une fois, pour les élèves qui étaient concernés par cette évaluation pour l'indicateur D, une fois que les résultats sont connus, sur 4 indicateurs cette fois-ci, donc A, B, C et D, il y aura 4 indicateurs, il se peut qu'il y ait 3 qui soient concordants. Dans ce cas-là, on parlera de préorientation indirecte. Si je prends le cas de figure que je disais tout à l'heure, l'indicateur A, l'enseignant disait peut-être G, les B, l'indicateur B, les notes, c'était G aussi. Vous, les parents, vous pensiez plutôt PG. Et puis, le résultat de l'indicateur D dit G également. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il y a 3 fois G et 1 fois PG. Donc, il y a 3 qui sont concordants. L'élève sera préorienté en classe générale. Donc, on parlera de préorientation indirecte. Le cas de figure, s'il y a 4 indicateurs connus, mais qui ne sont pas concordants, c'est-à-dire qu'on a
2 G, par exemple, il dit 2 PG. Dans le cas de figure tout à l'heure, l'enseignant pense G, les notes disent G, vous avez plutôt dit PG, selon votre avis, et puis l'évaluation s'est bien déroulée, et puis ça donne PG. Dans ce cas-là, c'est 2 et 2, c'est ce qu'on appelle un cas ouvert. Et puis, la décision de préorientation dans les cas ouverts, eh bien, c'est le directeur du CO. Donc, ce sera ma responsabilité de décider quelle est l'orientation entre G et PG ou entre G et EB, par exemple, après avoir entendu les différents partenaires, l'enseignant, ou je vais rediscuter avec l'enseignant, vous les parents, bien sûr, et puis pourquoi pas, bien entendu, le jeune aussi. Et puis, je devrais vous rendre une réponse par écrit, et puis vous aurez toujours possibilité de faire un recours auprès de la DICS. Cela, ce sera indiqué sur les documents que vous recevrez. Là, on parle des cas ouverts. Vous trouvez sur cette diapositive, au bas de cette diapositive, le nom de notre site internet, costavailler.ch, sur lequel vous trouvez exactement ce qui se trouve sur cette image, plusieurs liens vous permettant d'accéder à des explications, à des présentations sur le CO fribourgeois. Il y a différentes brochures que vous pouvez trouver sur ce lien, ainsi que sur la droite, on peut voir ici certaines présentations du CO fribourgeois dans l'une ou l'autre langue autre que le français. Ça peut être très pratique si vous avez besoin d'une explication dans une langue différente. Le CO fribourgeois, le cycle d'orientation fribourgeois, comporte 3 types de classes. Vous les connaissez déjà en principe, la classe générale, la classe prégymnasiale et exigences de base. C'est vrai que le cycle d'orientation, on se situe dans les 3 dernières années de la scolarité obligatoire, donc la 9, 10 et 11H, avant de partir éventuellement vers des études, vers une année transitoire, ou pourquoi pas, bien entendu, vers un apprentissage. Lors des 3 ans au cycle d'orientation, l'idée c'est bien de pouvoir s'orienter vers une voie autre que l'école obligatoire forcément par la suite. Donc tout n'est pas figé lorsqu'on rentre en 9e année, on peut rentrer dans un type de classe et puis éventuellement changer vers un type plus exigeant ou moins exigeant au fur et à mesure. Le milieu intermédiaire, on va parler de type de classe, la classe générale. Alors cette classe générale, on peut avoir jusqu'à 27 élèves, c'est quand même relativement nombreux, mais il peut y avoir 27 élèves dans une classe de classe générale. Cette classe, les objectifs en fait de cette classe sont d'atteindre des connaissances et des compétences générales qui permettent à l'élève d'accéder vers une formation qu'il aura choisie. Ça peut être des études, pourquoi pas, ça peut être un apprentissage comme je l'ai dit avant. En principe, les élèves qui sont en classe générale partiront vers une formation professionnelle initiale en entreprise ou en école. En école, ça peut être à l'école des métiers, ça peut être un apprentissage, ou vers une autre maturité professionnelle intégrée, avec maturité ou sans maturité. L'école des métiers, j'en ai parlé, ou pourquoi pas l'école de culture générale ou l'école de commerce à Payerne, chez nous, donc au GIB, dans la région. Et puis, les études gymnasiales sont également possibles quand on est en classe générale. Bien entendu, il y a des conditions. Si on est en classe G, pour passer au GIB, il faut tant de points, etc. Là, nous aurons encore l'occasion, durant les 3 ans de cycle d'orientation, de vous les présenter. Dans la classe à exigence de base, les objectifs seront d'assurer les connaissances et les compétences de base vraiment indispensables pour entrer dans différents types d'apprentissage au terme de la scolarité obligatoire. Nous aurons moins d'élèves dans les classes à exigence de base, maximum 21 élèves, et ainsi nous pourrons travailler avec des méthodes un peu différentes, peut-être plus adaptées aux besoins des élèves, afin qu'ils puissent acquérir une formation solide. L'encadrement il est aussi un petit peu particulier, étant donné qu'on a moins d'élèves dans les classes, et puis on peut mieux les aider à entrer dans le monde professionnel. Justement, les élèves qui sont en classe prégymnasiale, pour la plupart, partiront vers un apprentissage ou pourquoi pas vers une année de pré-apprentissage ou une année vers des apprentissages en 2 ans, ce qu'on appelle des AFP ou des CFC en 3 ou 4 ans bien sûr. Enfin, le 3e type de classe, la classe prégymnasiale,
c'est plutôt pour les élèves qui partiront vers des études, mais pas seulement. On a aussi beaucoup d'élèves qui sont en classe pré-gymnasiale, qui partent vers un apprentissage. Mais c'est vrai que la classe pré-gymnasiale ouvrira la porte des études au gymnase, donc au GIB, les différentes filières du GIB, que sont l'école de culture générale ou l'école de commerce ou l'école de maturité. Vers l'école des métiers également, il est possible de se diriger après la classe pré-gymnasiale. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi possibilité de partir vers un apprentissage, parfois vers un apprentissage avec la maturité professionnelle intégrée. Les objectifs, alors bien entendu, sont plus élevés encore que dans la classe générale. Ce n'est pas forcément d'atteindre, mais c'est de dépasser les connaissances et les compétences générales dans les différentes disciplines. On aura des apprentissages qui iront un petit peu plus vite, plus difficiles bien entendu, et puis forcément plus complexes, étant donné que on a un peu plus d'élèves aussi dans les classes. Vous pouvez voir tout en bas le nombre. Nous pouvons avoir jusqu'à 29 élèves. Donc en principe, les élèves qui entrent en classe pré-gymnasiale sont des élèves qui aiment l'école, qui ont déjà un bon nombre de facilités et qui ont des connaissances bien acquises. Les élèves donc, vont rentrer au CO en août prochain dans un des 3 types de classes, générale, pré-gymnasiale ou exigence de base. Mais comme je l'ai dit précédemment, ils ne vont pas forcément faire 3 ans dans le même type de classe. Donc il y a ce qu'on appelle au CO la perméabilité. Alors cette perméabilité, elle se base sur un certain nombre de directives. Bien entendu, on ne peut pas changer de type de classe de n'importe quelle manière. Pour cela, les décisions vont se prendre en tenant compte d'un certain nombre de critères. On prendra la somme des moyennes des notes de certaines disciplines. Il y a 4 groupes au CO. Le groupe A, B, C, D, je vous en parlerai tout à l'heure. On regardera également, on analysera l'évaluation globale, pas seulement ces disciplines-là, mais l'implication du jeune en général dans ses études. On regardera 2 disciplines quand même malgré tout bien importantes que sont le français et les mathématiques. Je tiendrai compte lorsqu'il faudra prendre une décision de l'avis des enseignants, des enseignantes, pas que du titulaire de classe, mais de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et puis bien sûr aussi l'avis de vous, chers parents, et de vos jeunes. Je disais tout à l'heure, on tiendra compte de l'avis des notes, mais de 4 disciplines principales. Donc on a le terme A, le groupe A, ce sera le français, le groupe B, les mathématiques, le groupe C, on parlera de termes, mais le groupe C, ce sont les langues, L2 pour l'allemand, L3 pour l'anglais, et le groupe D, tout dépend si l'élève est en pré-gymnasial, en 9e année ou en classe générale ou exigence de base. Ce seront les sciences, la géographie et puis l'histoire. Par contre, pour les élèves qui sont latinistes, donc en PG, eux, ils auront la géographie, l'histoire également, mais à la place des sciences, ce sera le latin. Donc on tient compte de ces sommes des notes. C'est déjà le cas en fait pour passer de l'école primaire au CO, donc l'IPCO. Au CO, ce sera la procédure qui existe maintenant depuis quelques années, et vous verrez, lorsqu'il s'agira de passer éventuellement au secondaire 2, vers le GIB, on tiendra compte également de la somme de ces 4 groupes. Et puis, les termes C et D, ce sont des moyennes qui sont exprimées au centième. Les termes français et mathématiques, c'est au demi. Et puis enfin, les moyennes d'allemand et autres, ce sera au centième. Si un élève a 5 d'allemand et puis 4,5 d'anglais, dans ce cas-là, on va faire une moyenne, ça fera 4,75 pour le groupe C. Et la même chose, on additionne les 3 notes pour le groupe D, d'histoire, de géo et de sciences, et on divise par 3 pour avoir un total de points au centième. Durant le CO, donc il y aura différents passages possibles. L'idée, c'est vraiment de se retrouver dans pas dans le meilleur, mais dans le type de classe qui nous correspond le mieux pour les 3 ans. Le but, ce n'est pas de changer tous les 6 mois ou chaque année de type de classe, mais il sera possible de passer vers un type plus exigeant, c'est-à-dire si l'élève commence en classe exigence de base, il pourra passer en classe générale. S'il est en classe générale, il pourra éventuellement passer en classe pré-gymnasiale, à certaines conditions, bien sûr. On va regarder la somme des moyennes des notes dans les 4 groupes. Le groupe A, si je vous rappelle ce que j'ai dit sur la slide précédente, le groupe A qui est le français, le groupe B, les mathématiques, le groupe C, les langues, allemand, anglais, et le groupe D, c'est histoire, géo et sciences, et à la place des sciences, pour les latinistes, c'est le latin.
Donc on prendra ces points et puis pour pouvoir passer vers un type plus exigeant, il faut avoir 21 points et plus, la somme de ces 4 groupes. On va tenir compte également du français et des mathématiques. Il faut que ces 2 notes soient absolument au-dessus de 4. On peut avoir 21 points par exemple avec un 3,5 de maths. Là, ce n'est pas possible de pouvoir demander un changement de type de classe. On va tenir compte de l'évaluation générale en regardant également donc, les autres disciplines, que la moyenne générale soit supérieure ou égale à 4, et puis les capacités transversales, c'est-à-dire comment l'élève s'intègre dans sa classe, sa participation, son engagement, son écoute, etc. Ensuite, lorsqu'on constate qu'un élève a éventuellement la possibilité de faire un changement de type de classe, eh bien, on fait cette analyse et puis on va prendre l'avis de l'équipe pédagogique. Donc, si l'élève a 21 points, l'équipe pédagogique est favorable, il peut y avoir un entretien avec les parents, avec les enseignants, avec le titulaire de classe, avec l'élève. Et puis, les parents, peut-être que vous dites, ben voilà, ma fille a 22 points, mais tout se passe bien dans le type de classe dans lequel est ma fille, donc on décide de ne pas faire de changement, ou pourquoi pas, si les 21 points sont là, que les parents sont favorables, ben moi, en tant que directeur, je peux décider de faire un changement de type de classe. Puis bien entendu, il peut y avoir recours. Maintenant, s'il y a une demande de la part des parents et puis les jeunes n'ont pas 21 points, dans ce cas-là, les conditions ne sont pas forcément respectées et puis je risque de ne pas aller, bien entendu, dans votre sens. Vers un type moins exigeant, c'est-à-dire si l'élève est en classe générale et puis dans ce cas-là, il devrait passer en classe exigence de base ou si on est en classe prégymnasiale et puis dans ce cas-là, si les points ne sont pas suffisants, l'élève devrait passer en classe générale. Alors, comment cela va se passer? On va regarder le total des points des 4 groupes et puis dans une situation où les élèves n'auraient pas 16 points dans les groupes A, B, C, D, donc A le français, B les mathématiques, C les langues, l'allemand et l'anglais, et le groupe D, histoire, géo, sciences, et à la place des sciences, le latin pour les latinistes. Donc si un jeune n'a pas 16 points à la fin d'un semestre, eh bien, il y a la possibilité de passer vers un type moins exigeant. Également, si les notes de français et de mathématiques sont inférieures à 4, donc un élève pourrait très bien avoir 17 points, et puis 3,5 de français, puis 3,5 de maths. Dans ce cas-là, ce serait une condition pour un passage vers un type moins exigeant. Comme tout à l'heure, on va regarder l'analyse globale, l'évaluation globale de la situation sur l'ensemble des autres disciplines, donc la moyenne générale, et puis les capacités transversales, comme je disais tout à l'heure, comment l'élève s'engage, son attitude, son comportement, sa façon de travailler en classe. Là aussi, il y a un petit cheminement qui se fait, il y a aussi une analyse, et puis l'avis de l'équipe enseignante. On tiendra compte de l'avis des parents, ou en tout cas on entendra les parents, ou on vous tiendra informé. Et puis, moi, à un moment donné, je devrais prendre une décision, puis peut-être qu'on va faire un changement de type de classe vers de G à EB ou de PG à G. Et puis vous recevrez un courrier, et puis en cas de désaccord, vous pourriez aussi, pourquoi pas, faire recours. Mais en principe, vu qu'on aura eu l'entretien, cela arrive rarement, voire pas, étant donné qu'on aura pris la décision en partie ensemble. Ou du moins, vous aurez pu être entendu. Quand, comment, puis par qui ces changements de type de classe auront lieu? Donc le changement de type de classe peut avoir lieu en principe au terme de chaque semestre. Donc à la fin du semestre 1, c'est au mois de fin janvier, début février, et puis à la fin du semestre 2, donc c'est à la fin de l'année scolaire, au mois de juillet, pour commencer la nouvelle année. Exceptionnellement, en 9H, il peut y avoir un changement déjà en cours du premier semestre. Mais ça reste exceptionnel, c'est-à-dire à la mi-novembre, lorsqu'il y a les premiers conseils de classe, si on estime qu'un jeune a peut-être les possibilités de changer de type de classe moins exigeant vers plus exigeant, peut-être on le fait déjà là, ou si on voit qu'un élève est dans un type de classe et puis il est vraiment en grande difficulté, puis que ce serait mieux de changer déjà à ce moment-là, on peut le faire. Le changement de type de classe, il intervient à la suite d'une analyse globale, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir entendu les parents, ou en tout cas
informer, si ce n'est pas par la direction, c'est par les titulaires de classe. Une analyse sera plus approfondie également avec les enseignants, avec vous, lorsqu'il s'agira peut-être de passer un jeune de classe exigence de base vers des classes de soutien. La classe de soutien, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ce n'est pas un type de classe. Par contre, c'est des classes qu'on a également dans notre école qui permettent de pouvoir travailler encore avec des objectifs parfois un petit peu moins élevés et puis de surtout pouvoir travailler avec un rythme moins élevé pour des élèves qui sont en difficulté scolaire. Parfois, la classe de soutien est intégrée dans la classe exigence de base. Ça dépend des années, ça dépend des effectifs que l'on a. Enfin, c'est la direction, en fait, à un moment donné, qui prend la décision d'un changement de type de classe ou pas. Bien entendu, après avoir fait toute la procédure qu'on a vue précédemment, pris l'avis des enseignants, vous les parents, etc. Et puis, durant l'année scolaire, en principe, un seul changement de type de classe est possible. Je l'ai dit, au mois de la mi-novembre, on pourrait imaginer qu'un élève de 9e année qui est en G, on le met en PG. En PG, ça ne se passe pas très bien. À la fin janvier, on dit « Ah, ben non, tout compte fait, ce n'était pas une bonne idée. » On revient en G. Ça, ce n'est pas possible. Le but, c'est de pouvoir orienter les jeunes dans le type de classe qui leur correspond le mieux, puis ensuite de pouvoir y rester. L'idée, c'est quand même de pouvoir se développer, s'épanouir dans le type de classe qui correspond le mieux à chaque élève. En conclusion, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, chaque situation est vraiment différente et singulière. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une analyse globale de cette situation et puis que chaque élève se retrouve dans le type de classe qui lui correspond le mieux. C'est pour cela que la perméabilité existe au CO. Quoi qu'il en soit, on va privilégier le dialogue entre vous, chers parents, et l'école, avec les titulaires de classe, mais également avec la direction de l'école. 3 types de classes, mais avec des moyens d'enseignement, avec une grille horaire qui est plus ou moins similaire. Vous allez vous rendre compte de cela sur cette image. Ce qui change d'un type de classe à l'autre, qu'on soit en classe générale, exigence de base ou pré-gymnasiale, c'est quelques disciplines. Ce n'est pas énorme. Tout en bas, vous pouvez voir le nombre de 32. Chaque élève aura 32 plages horaires de cours durant la semaine. On a 5 jours à 7 heures, donc on arrive à 35. Il y a aussi des moments d'études obligatoires durant la semaine. Mais ce qui change vraiment, c'est ce que j'ai mis dans les encadrés verts et rouge. Je vous fais un petit commentaire. Par exemple, pour le français, en classe générale, il y a 6 heures de français. Il y a 6 heures par semaine en classe EB. Et puis en PG, il n'y a que 5 heures. Alors, pour bien comprendre les choses, la classe pré-gymnasiale, on va atteindre des objectifs plus élevés que la classe générale, mais avec moins d'heures. Et puis, bien entendu, si vous allez dire il y a 6 heures pour les G et 6 heures pour les EB, ça veut dire qu'ils font 100% la même chose. Non, bien entendu qu'ils ont le même dotation d'heures, mais les objectifs seront plus élevés en classe générale qu'en classe exigence de base. Mais qu'on soit en PG, en G ou en EB, ils auront de l'allemand, ils auront de l'anglais, forcément, avec des exigences et puis des objectifs différents. Les évaluations seront forcément différentes aussi. Le latin, les 3 heures de latin, là, ces 3 heures de latin, c'est uniquement pour les 9e pré-gymnasiales. Et là, c'est obligatoire. Dans le canton de Fribourg, on ne pourrait pas être en PG, en 9e année, et puis pas faire de latin. Pour la 10e et la 11e année, là, ça va changer. Ce qui change également pour les mathématiques, les G ont 5 heures, les EB ont 1 heure de plus pour aller un petit peu moins loin dans le programme, mais ils ont 1 heure de plus, 6 heures. Et puis les PG, ils ont 1 heure de moins pour aller plus loin que les G. Donc, c'est pour ça qu'en classe pré-gymnasiale, j'ai expliqué, ce sont des élèves qui ont des bases déjà solides, qui aiment l'école et puis qui peuvent supporter, on va dire, des apprentissages, un enseignement un petit peu plus rapide. Les sciences, petite différence, les PG ont seulement 1 heure de sciences, alors que les 2 autres types de classes ont 2 heures par semaine. Sinon, tout le monde a de la géographie, de l'histoire, de l'éthique, ou de la culture religieuse, ou de l'enseignement religieux. Donc, vous avez dû déjà remplir au primaire, vous allez le faire tout prochainement, un document pour savoir si votre enfant suivra le cours de religion catholique ou réformé, ou si ce n'est pas le cas, il suivra un cours d'éthique et de culture religieuse. Les AC ou les AV, il y en aura également au CO,
Les PG ont 2 heures d'AC, ACM, donc activité créatrice manuelle. Les G également. Pour les G et les PG, ils ont une heure d'art visuel, alors que pour les classes EB, les AC et les AV sont intégrés dans le même cours. Ils ont de la musique également, ils ont de l'éducation physique, 1 heure de formation générale par semaine pour tous les types de classes, où durant cette heure, les titulaires de classe pourront aborder l'un ou l'autre sujet avec les jeunes sur l'organisation de l'école, bien entendu, mais également sur les stratégies d'apprentissage. Et 1 heure d'informatique pour arriver à un total de 32 heures semaine. Entre l'école primaire et puis l'école secondaire ou le cycle d'orientation, il y a quand même passablement de changements. Déjà, quelques changements dans le cadre géographique. C'est une rupture avec le cadre scolaire habituel. Parfois, les jeunes étaient dans leur village depuis un certain nombre d'années, dans une école qu'ils connaissaient bien. Donc là, ils arrivent dans un autre cadre. Ils vont utiliser des transports. C'est déjà le cas pour certains parmi vos enfants, mais peut-être pour certains, ce sera nouveau d'utiliser des transports. Les journées seront un peu plus longues qu'au primaire. On commence le matin à 8h moins 5 pour finir à 11h35, pour reprendre à 13h20 ou 13h25 une fois que ça sonne, pour terminer seulement à 16h05. Le temps que les jeunes rentrent avec les bus, parfois, c'est vrai que ça fait des journées relativement longues, d'autant plus si les élèves restent ici sur Estavayer pour la pause de midi. Ça fait des journées plus longues qu'au primaire, c'est sûr. Le mercredi après-midi, c'est un grand changement, ça, pour les élèves, mais il y a cours, il n'y a plus congé le mercredi après-midi, comme c'est le cas pour les élèves en 8H. Le CO est un peu plus grand, quoique les élèves qui sont sur Estavayer ou Sacré-Cœur, maintenant c'est aussi relativement grand, mais là il y a un petit peu plus de bâtiments, on parle de pavillons A, 1, 2, 3, 4, 5 au CO. Les élèves ne vont pas se perdre, mais il faut s'habituer un tout petit peu à ces différents pavillons. Ils sont parfois à la salle de sport, chez nous au CO, à la piscine, voire à la Marante. Donc il y a plus de bâtiments, peut-être qu'il y a 2-3 choses à intégrer en début d'année. Et puis je parlais tout à l'heure du repas. Pour certains, c'est prendre leur repas au réfectoire, c'est aussi un cadre qui est différent que d'habitude peut-être. Autre changement qui vont à coup sûr intervenir pour les jeunes l'année prochaine, cette fois-ci plutôt dans le cadre structurel. C'est vrai qu'au primaire, on a plutôt des classes avec 1, éventuellement 2 enseignants par classe. Par contre, ici, au CO, nous avons une sorte de division des pouvoirs. Dans chaque classe, il y a un titulaire de classe, puis ensuite toute une série d'enseignants qui interviennent dans la classe. Il peut y avoir jusqu'à une dizaine d'enseignants par classe. Les rapports sont forcément différents. Parfois, on s'habitue bien à la façon de travailler d'un titulaire de classe. Puis ensuite, il faut s'habituer un petit peu aux exigences d'un autre enseignant. Donc, le rapport sera un peu différent. Vos jeunes vont grandir. Donc, il y aura aussi un rapport un peu différent avec l'adulte. Ce ne seront plus les petits-enfants du primaire. Et aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de rupture avec le milieu familial. Eh bien, maintenant, je suis au CO, je suis capable de me débrouiller par moi-même et puis fichez-moi la paix. Peut-être vos enfants vous diront cela. Voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Vous avez toujours un rôle, chers parents, pour encadrer vos enfants, pour les encourager, les aider, pas pour faire le travail à leur place. L'idée, c'est vraiment de les responsabiliser et puis que chaque élève puisse devenir le plus autonome possible. Et ça va se faire petit à petit. Il ne faut pas croire que le fait de rentrer au CO, un mois après, tout roule sans souci. Il faut un petit peu de temps d'adaptation. Autre rupture, cette fois-ci avec les anciens camarades. C'est vrai qu'au primaire, nous avons des classes homogènes, alors que là, les élèves vont se retrouver, parfois, certains en classe exigence de base, en classe prégymnasiale, en classe générale. Donc, on va inévitablement rencontrer d'autres camarades. Et c'est une belle chose, c'est une bonne chose de faire d'autres connaissances, mais parfois, ce n'est pas toujours simple. Donc, il y a la nécessité d'aller vers les nouveaux camarades, de se refaire des nouveaux amis. Autre changement, cette fois-ci, dans le cadre pédagogique. Alors, il y a des types de classes. Voilà, tout à l'heure, je parlais de classes homogènes au primaire. Là, on a vraiment nos 3 types de classes dont je parlais avant. La classe G, B, PG. Et puis, la classe de soutien. J'ai aussi dit un petit mot sur la classe de soutien. De nombreux enseignants avec des exigences différentes,
de la façon de donner des devoirs qui est différente d'un enseignant à l'autre, mais il y en aura certainement un petit peu plus qu'au primaire, ça faut s'attendre à cela. Et puis des objectifs nouveaux, avec parfois des nouvelles disciplines, là je pense au latin, mais il y a beaucoup de disciplines qui sont connues, hein, qu'on a déjà au primaire, mais avec des objectifs qui sont un peu plus élevés, avec plus de travaux, et puis parfois d'autres façons de travailler. Donc il sera nécessaire pour chaque jeune de trouver sa méthode de travail. Je vous ai dit, les titulaires ont 1 heure de formation générale par semaine avec les élèves pour les aider à apprendre, pour essayer de développer des stratégies d'apprentissage, mais chaque élève devra trouver sa méthode. Grâce aux enseignants, grâce à vous aussi, chers parents, vous pourrez les aider à trouver leur propre méthode. Ce sera nécessaire de bien organiser le temps. Les journées sont plus longues, on l'a dit, il n'y a plus le mercredi après-midi. Les jeunes ont souvent beaucoup d'activités au jour d'aujourd'hui, sportives, culturelles, et c'est très bien. On ne demande pas d'arrêter les entraînements du hockey, de foot, de basket ou de musique ou de chant. Non, au contraire, je pense qu'il faut garder tout cela, mais il faut essayer de trouver une bonne organisation. Il y a des heures d'études durant la semaine ici à l'école, donc il faut essayer de pouvoir en profiter, de ne pas perdre de temps. Pour ceux qui restent à midi, ils peuvent aussi faire de l'étude. Puis ceux qui rentrent à la maison, peut-être avant de partir à l'entraînement, on fait un peu de devoirs. Si j'ai un entraînement, il faut que je sois bien structuré pour prendre du temps pour faire mes devoirs, pour pas arriver le lendemain en étant stressé parce que les choses sont faites à moitié. Et puis, c'est vrai que nécessité de prendre en main ces études d'une manière plus personnelle. Voilà, ils ont 12 ans, 13 ans. Petit à petit, à 15 ans, ils partiront 15 ans et demi, 16 ans vers un apprentissage, vers des études. Donc, durant ces 3 ans, eh bien, ils vont devoir se prendre en main pour préparer leur avenir. Durant les 3 ans au CO, pas seulement durant la première année, mais durant les 3 ans au CO, on essaye vraiment d'avoir la meilleure relation possible entre l'école et la famille. Peut-être aujourd'hui, c'est pas très bien parti, en guillemets, parce que c'est bien d'être en présentiel, de pouvoir faire connaissance, de dire voilà qui c'est le directeur, etc., pour pouvoir poser des questions de vive voix. Là, c'est peut-être pas idéal, mais sachez que durant le mois entre septembre et décembre, il y aura des réunions avec les titulaires de classe et les enseignants par discipline suite aux premiers résultats. Là, il y aura une possibilité de rencontrer assez rapidement les enseignants. Et puis, habituellement, on fait également une ou plusieurs soirées d'information pour les parents en septembre de 9e année. Donc là, je croise les doigts pour qu'on puisse vraiment vous accueillir ici à l'école et puis faire connaissance différemment. Puis là, je pourrais vous réexpliquer un petit peu ce que j'explique là, et puis je pourrais mieux vous présenter vraiment le CO d'Estavayer. Puis ensuite, régulièrement, durant l'année, vous recevrez des bulletins provisoires avec le détail des notes. On a un système de feuilles de suivi lorsqu'il peut y avoir des remarques, parce qu'il y a eu un manquement dans un devoir, des oublis quelconques, des soucis peut-être de comportement. En principe, on note tout cela. Et puis de temps en temps, vous recevez des documents à signer afin que vous soyez au courant de ce qui se passe. Il y a des bilans de mi-semestre, des bilans intermédiaires. Donc l'année, il y a un semestre 1, un semestre 2. Et au milieu de chaque semestre, on a une mi-semestre. Donc là, vous recevrez également des bulletins de mi-semestre et puis des bulletins de semestre. Eh bien, ces bulletins de semestre, c'est à la fin janvier, début février. Et puis le deuxième, semestre 2, c'est-à-dire à la fin de l'année, au mois de juillet. Mais en tout temps, l'idée, c'est vraiment de garder contact avec les enseignants, les enseignantes, les titulaires de classe. Le titulaire, ce sera vraiment la personne de référence pour vous, chers parents. Dans le courrier que vous avez reçu au mois de décembre, le 22 décembre, il était précisé qu'il y aura une visite du CO. On va certainement pouvoir la maintenir. L'année passée, on a pu la faire, donc j'ai bon espoir qu'on puisse vous accueillir. Donc, le 2 juin 2022, il y a un planning que j'avais mis dans la lettre que vous avez reçue pour éviter d'avoir tout le monde en même temps. Il y a un tournus sur 3 horaires. Merci de le respecter. Et puis, bien entendu, cette présentation, elle est faite à distance, donc vous avez inévitablement des questions. Donc, n'hésitez pas à me faire un mail ou pourquoi pas un coup de fil. Là, avec ce numéro, vous tombez
sur le secrétariat, mais sans problème, demandez à me parler. Si je ne peux pas vous parler tout de suite, en principe, on m'a dit comme quoi vous avez essayé de me joindre, je vous rappelle. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi dans un premier temps. Puis une fois que l'année prochaine sera lancée, que l'élève est en 9e année, vous ne passez pas systématiquement par la direction, vous passerez principalement par les titulaires. Très bien, ben nous voici arrivés au bout de cette présentation. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. Peut-être que vous aurez fait ceci en plusieurs fois. L'avantage peut-être d'avoir ça sur Internet, vous pouvez prendre un petit bout, arrêter, recommencer, etc. Donc en tous les cas, merci beaucoup de votre attention. Et je me réjouis en tous les cas de vous rencontrer au CO d'Estavayer.